Allez, on démarre. Donc, je propose sur cette première partie en partage avec Nora, c'est de parler de ce parcours, hein, cet itinéraire. J'aime beaucoup utiliser ce terme-là. Des enfants, ou en tout cas des parents en recherche de diagnostic. Donc, ce que je vous propose, c'est de comprendre un petit peu ce qu'on entend sur le thème de TDAH, trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, les terminologies qui sont associées. Quel type de parcours idéal on est amené à avoir, et puisque finalement beaucoup de parents ont à subir. Et puis vous parlez un peu de quelques éléments de diagnostic qui, à la base, si on s'attache sur les critères qu'on nous demande de respecter avec un certain nombre de recommandations, peut apparaître simple, mais ça reste une démarche au final qui reste assez complexe, en tout cas à mon avis. Alors, pour démarrer, j'aime toujours, quand je parle d'un TND, un trouble neurodéveloppemental, c'est de refaire un peu un historique, parce que ce qui est intéressant dans l'historique, c'est de voir les grandes mouvances, ou en tout cas les mots-clés qui sont apparus et qui, pour bien souvent, dans les troubles neurodéveloppementaux, restent ancrés un petit peu dans les terminologies, et qui, comme je le disais, le 10-10, porte vraiment à confusion certaines choses, où les parents se retrouvent avec une multiplicité de termes, ce qui n'est pas trop le cas dans le TDAH, mais qui reste toujours très compliqué. Ce que je trouvais intéressant dans notre thématique d'aujourd'hui, c'est de voir que très tôt, on mettait en évidence des difficultés de contrôle et des difficultés autour du corps. Cet aspect de grande instabilité motrice qu'on arrivait, on va dire, à définir à la fin du siècle dernier. Et puis d'ailleurs qu'on évoquait comme étant un syndrome de l'instabilité de l'enfant. Et puis, au fur et à mesure, on a souhaité dans le parcours y mettre plus de substance, on va dire. C'est-à-dire qu'on a commencé un peu à étudier les régions du cerveau, on commençait à mieux connaître le fonctionnement du cerveau, même si on en était loin avec ce qu'on sait maintenant. Et je pense que dans quelques années, on aura l'air d'être des dinosaures, mais on a commencé un petit peu à faire des relations justement avec des zones cérébrales, et trouver une origine. Et d'ailleurs, Géraldine nous a bien expliqué ça ce matin. Et puis, on a commencé à justement parler de mettre en avant un certain nombre de termes comme the brain damage syndrome, donc dysfonctionnement du cerveau lésionnel, et puis d'autres terminologies qui sont restées pour certaines classifications, comme l'hyperkinésie, hein, c'est cet aspect de mouvement, on va dire, incontrôlé, qui est lié à une altération du système nerveux central, qu'on retrouve toujours sur certaines classifications, comme je l'indique ici, la CIM-10, qui est une classification qu'on peut utiliser comme classification de référence. Et puis, au cours des années 50, on a commencé à plus s'intéresser à la cellule familiale et l'interaction, on va dire, par rapport aux personnes. Et on a vu apparaître des terminologies beaucoup plus attachées à l'aspect affectif, au caractère. Donc, on parle de troubles affectivo-caractériels. Et puis, voilà, on arrive tout doucement dans notre historique à des choses beaucoup plus structurées. Et notamment quand on relit un peu comment on parlait du TDAH dans les DSM, dans la classification du DSM, que je vais vous montrer juste après.
on voit toujours apparaître les choses progressivement, c'est-à-dire au départ, on avait plus, on retenait surtout l'aspect moteur, instabilité motrice, côté très en mouvement. Et puis, au fur et à mesure des années, on commence à voir apparaître l'impact en fait sur l'attention. Dans les années 80, fin des années 80, on parle de TADA. Alors parfois, vous avez cette terminologie qui signifie trouble d'hyperactivité avec déficit d'attention. Et puis ensuite, dans les années 2000, fin 90, début 2000, en tout cas, dès la sortie du dernier DSM-5 en 2013, on rattache en fait, on garde ce terme qui est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, c'est le terme qu'on emploie. Voilà. Donc là, tout ça, en parallèle, vous avez d'autres classifications, comme je vous disais, hein, mais ce sont vraiment les références internationales. Alors, celui qui est le plus généralement utilisé, on partirait sur du 40% quand même d'utilisation dans nos pratiques avec ce manuel, qui est donc le DSM 5, donc qui est un manuel vraiment qui rassemble un certain nombre de maladies mentales et qui dans le DSM va définir le TDAH dans une structure, une terminologie plutôt, qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trouble du neurodéveloppement? Alors, neuro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un vrai dysfonctionnement d'un certain nombre de circuits neuronaux. Donc, c'est ce que nous a expliqué ce matin Géraldine. Et qui, du fait de cette difficulté d'implémentation de ce circuit, va engendrer des dysfonctionnements cognitifs. Alors, pour reparler, on a eu une thématique ce matin. C'est vrai qu'on utilise le terme de trouble. Trouble, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un dysfonctionnement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne pas dès la naissance du fait de cet aspect très alambiqué d'un circuit. Donc, vous avez, en fonction de ce défaut-là, un certain nombre de dysfonctionnements, un ou plusieurs, hein, comme le langage, si on est dans un contexte de dysphasie, de difficultés de motricité, d'attention ou de perception sociale, ou des combinaisons totalement possibles étant donné la complexité du cerveau. Donc ici, vous voyez, vous avez l'ensemble des troubles du neurodéveloppement qu'on retrouve dans le DSM. Et donc, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité se situe vraiment dans cette catégorie. OK? Alors, pourquoi on dit? Donc, il y a l'aspect neuro et puis l'aspect développement aussi. Il faut savoir que cette immaturité-là est présente dès la naissance et continuera à l'être toute la vie de l'individu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est très particulier. J'aime beaucoup utiliser le terme, vous savez, de l'autoroute et de la nationale. La nationale, l'autoroute, ça circule très bien, j'ai pas de soucis, j'avance et je suis globalement rapide. La nationale, c'est quelque chose où j'ai des arrêts, je sais pas si je dois aller à droite, à gauche, il suffit qu'il y ait un feu rouge ou un panneau, voilà. Donc, le traitement de l'information, de ce fait-là, est beaucoup, beaucoup plus ralenti. Et développement aussi parce que les symptômes sont très précoces, c'est-à-dire qu'on les voit apparaître très tôt, hein, très vite. Si je parle des troubles du spectre de l'autisme, on voit très très tôt qu'il y a quelque chose de particulier. Le TDAH, on le voit aussi relativement vite dans le développement d'un enfant. Et puis l'autre
donnée extrêmement importante, c'est que il y a un retentissement assez marqué dans différentes sphères de vie. On va le voir justement que c'est un des paramètres justement importants à retenir, c'est que ça agit sur plusieurs sphères de l'environnement. Donc à la maison, à l'école, au travail, à la cantine, au centre de loisirs, etc. Voilà, donc c'était important de reprendre un petit peu cette notion de trouble du neurodéveloppement et de voir où se situait justement le TDAH. Et le TDAH, comme on est souvent à le dire, on n'y va pas en 5 minutes chrono, dire « Ok, cet enfant, il est TDAH hein. ». On va vraiment travailler de manière très rigoureuse pour pouvoir étayer et réunir tous les symptômes, déjà la base, pour étayer le profil. Donc, dans les critères de diagnostic, là, je vous les mets en très rapide, mais on va les revoir. C'est plus lourd, désolé, mais pour que vous voyez bien comment on fonctionne avec, par exemple, le DSM. On a 3 ingrédients, on va dire, hein, le côté inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc, si on devait donner une définition sur le TDAH, il est caractérisé par un degré inapproprié, c'est-à-dire excès ou carence, d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité, et qui va se manifester dans plusieurs milieux. Alors là, j'ai fait exprès, c'est très lourd visuellement. Alors pour ceux qui sont TDAH, il y a énormément d'informations et ça va partir dans tous les sens. Mais je voulais vraiment vous montrer comment fonctionnaient justement les manuels de diagnostic. Donc ici, vous voyez, on a un certain nombre de critères, hein, notamment pour le critère TDAH. Dans le manuel, vous avez le critère qui va de critère A jusqu'au critère E. Il me semble, on va les revoir. Et puis dans le critère A, ben, c'est les symptômes. Donc on a une première partie, vous voyez ici, regardez, d'inattention, c'est le A1. Et puis ici, vous avez le A2, qui est l'ensemble des symptômes qu'on retrouve dans l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc, pour pouvoir, donc on va y aller très méticuleusement avec les parents, on va écouter un petit peu les plaintes et repérer à partir de ce manuel-là combien de symptômes on peut retrouver dans chaque catégorie. Et on prend toujours pour référence qu'il nous faut au moins 6 symptômes par catégorie et qui soient présents pour au moins 6 mois pour voilà, les valider. Chez les adultes et les ados, c'est 5. Donc, dans l'inattention, qu'est-ce qu'on entend par inattention? Alors, des personnes qui ont pas mal de difficultés à prêter attention, hein, ils vont oublier leurs affaires, ils vont faire des fautes d'étourderie, il faudra racheter 3 écharpes, 5 paires de gants, etc. Mais aussi avoir du mal à aller repérer une information très précise dans un texte, hein, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Des difficultés d'attention soutenue, donc des personnes qui vont avoir vraiment du mal à maintenir suffisamment longtemps l'attention pour écouter, pour suivre une réunion, pour écouter l'enseignant, etc. Donc, vous voyez, ici, hein, vous avez un certain nombre de symptômes. Donc, je les ai mis en gras hein, pour aller au plus vite. Des difficultés à s'organiser, n'aime pas trop les choses ou quand on sent que ça va être trop lourd intellectuellement, voilà, on va vite fuir. Tendance à se distraire, se disperser, hein, parce que le corps ne tient pas non plus, donc forcément l'attention elle a un peu du mal à suivre, etc. etc. L'hyperactivité, l'impulsivité, bah, c'est tout l'autre versant qui est ce que nous a très bien défini ce matin
Géraldine et qu'on matérialise ici aujourd'hui avec des symptômes, donc des enfants qui sont très remuants, qui se tortillent. Alors, pas toujours, on verra, hein, il y a des enfants qui savent aussi être dans un certain contrôle dans certains milieux, qui ont tendance à se lever parce qu'ils n'ont absolument pas de contrôle inhibiteur, donc forcément, hop, je fais ce que mon cerveau me demande de faire. Sans frein, des difficultés à se tenir tranquille, à tendance à parler trop, donc ça va plus vite que la musique, n'attendent pas leur tour, ont tendance à couper la parole, etc., etc. Donc ici, vous avez, donc ça c'était les critères symptômes, et puis ici vous avez les autres critères hein, de référence qui sont que tous ces symptômes qu'on pourrait éventuellement repérer doivent être présents avant l'âge de 12 ans. Donc, ce n'est pas après 12 ans qu'on remarque qu'un enfant est TDAH. Hein. Ou même quand on entendait une maman ce matin qui nous parlait de ça, nous faisait un témoignage, en écoutant vraiment les choses et en faisant une espèce d'anamnèse rétroactive de cet enfant, je pense on peut effectivement retrouver les symptômes avant cet âge. Il faut aussi, critère C, que les symptômes soient présents dans au moins 2 environnements différents. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, vous nous voyez, vous donnez des questionnaires ou parfois, vous, les enseignants, vous voyez de notre part un certain nombre de questionnaires, tout simplement parce que nous, on croit que ce qu'on voit, en gros, c'est-à-dire c'est toujours intéressant de manipuler l'enfant et de voir un peu ce qu'il fait en séance, mais rien de tel que de sentir aussi ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, ça n'est pas qu'à la maison, c'est aussi à l'école. Donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin de sentir ce qui se passe dans tous les milieux possibles. Il faut aussi qu'il y ait une vraie difficulté. S'il n'y a pas de... Sébastien en parle très bien, si j'ai pas de trouble, si j'ai pas de problème, il n'y a pas de diagnostic. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment une altération significative, qui est quelque chose qui me perturbe, qui me handicape dans la vie de tous les jours. Et puis d'autres critères de référence où on va exclure, hein, avec d'autres diagnostics différentiels, d'autres problématiques. Hein. Allez, je continue. Concernant la prévalence, donc des données un peu chiffrées, on serait sur une fille pour 2 à 3 garçons. Après, j'ai l'impression qu'il faut quand même beaucoup se méfier de ces chiffres. On verra, j'ai fait quand même un petit topo adulte tout à l'heure. Et l'adulte, il a autant d'hommes que de femmes. Moi, j'ai l'impression que la fille a tendance à énormément lisser et beaucoup compenser. Et de mon expérience, chez la fille, on a quand même beaucoup de prédominance inattention. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parfois passer un peu inaperçu. Ça représente quoi? Ça représente entre 3,5 à 5,6 enfants scolarisés et 3% d'adultes. Mais bon, il y a une grande variabilité quand on commence un petit peu à s'intéresser aux études. Il y a beaucoup de chiffres et d'études qui montrent des chiffres très différents. Concernant l'âge de diagnostic, c'est vrai que, et je suis vraiment d'accord sur ces données-là, le patient serait diagnostiqué autour de 9-10 ans. Et c'est vrai qu'il serait bien qu'il soit diagnostiqué un tout petit peu plus tôt pour que les choses se mettent en place autour de l'enfant. Sur les symptômes, alors il y a une variabilité. Hein. On voit que ceux qui seraient diagnostiqués TDAH, on aurait 47% de la population qui aurait une prédominance d'inattention.
36% qui pourraient plus avoir un profil hyperactif ou en tout cas des difficultés de contrôle de l'impulsivité, et 17% où on aurait un mix. C'est-à-dire, quand on dit TDAH mix, c'est-à-dire qu'on a, les trois symptômes, une attention, hyperactivité, impulsivité. Après l'adolescence, alors on a une persistance des troubles, théoriquement tout le temps, mais on a quand même pas mal de compensations à l'âge adulte. Malgré tout, il y a 65% de patients qui présentent quand même toujours une persistance d'inattention, notamment des difficultés. Beaucoup, on entend des patients qui ont du mal à être en double slash, qui ont du mal à gérer les actions, etc. On aurait une diminution de l'hyperactivité. Et l'impulsivité aurait tendance quand même à demeurer, et qui peut d'ailleurs amener à d'autres risques qu'on verra tout à l'heure. Alors, deuxième partie, je vous propose de vous amener sur ce parcours-là de soins et vous parler d'abord des acteurs les plus importants, je pense, dans cette démarche, ce sont les parents, puisque je pense que ça reste rare des parents qui seraient dans le déni. Ça peut arriver, on va voir justement après, mais globalement, la demande, ou en tout cas l'interrogation, apparaît surtout au niveau de la famille, puisqu'on voit très vite une incidence dans la vie quotidienne, avec ce qui est mis en avant, des problèmes de comportement, certaines oppositions, souvent en mouvement, il a du mal à rester à table, et puis d'autres éléments qui apparaissent. Là, je vous parle vraiment des terminologies classiques de ce que les parents peuvent nous dire. Des difficultés d'attention. Alors ça, les devoirs, c'est ce qui apparaît fréquemment. Difficulté à se mettre dans le devoir, à rester dans le travail. Et puis l'autonomie dans le travail et les affaires. Très souvent, la famille va quand même faire, on va dire, une petite enquête avec l'école. Bien souvent, on a des parents qui, avant de rentrer en maternelle ou en CP, s'interrogent énormément, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent aussi nous voir en disant « Oh mon Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer à l'école ». Donc, ils viennent un peu prospecter à l'école, et l'école, les incidences sont très, très visibles également. C'est-à-dire que les plaintes qui apparaissent sont des plaintes d'enfants rêveurs, qui ont du manque de concentration, qui ont pas mal d'agitation, manque d'autonomie, et parfois des difficultés de mémorisation. Ça rejoint ce que Géraldine nous disait ce matin. Et puis, parfois, l'école va elle-même faire le retour à la maison en disant « Écoutez, nous, on n'y arrive pas, il y a un problème, il faut tenter de faire quelque chose ». Donc, cette famille-là, en général, elle fait un point avec le médecin. Donc, le médecin, comme on appelle, de première ligne. Donc, en général, c'est soit le médecin généraliste, soit le médecin de famille, en tout cas, le pédiatre. Pourquoi? Parce que c'est celui qui connaît le mieux l'enfant dans son développement, et puis qui va pouvoir prospecter un petit peu certains symptômes. Et puis, alors, ce qui peut arriver parfois, c'est que le médecin, lui, il va faire un retour qui est « Non, mais il est encore trop jeune, on a le temps ». Parfois, on a tendance à relativiser les choses. Et alors, certains parents, effectivement, attendent un peu, et d'autres parents prennent l'initiative de compléter, de commencer une vraie démarche pour y voir un petit peu plus clair. Puis d'autres médecins vont quand même étayer ces plaintes, et puis se poser la question de savoir si on va sur un autre versant et d'autres acteurs pour avancer. Donc,
là, tout ce que je viens de vous dire, on est uniquement sur ces plaintes. C'est vraiment la première étape du parcours, les plaintes de l'entourage et les difficultés qui sembleraient nous alerter par rapport à un TDAH, mais qui ne sont pas non plus toujours liées à un TDAH. Alors, ce qu'on peut rattacher comme plainte, alors quand on écoute l'enfant, lui, ce qu'il dit, bon, lui, ça va, hein. Lui, pas de problème. C'est juste parfois la maîtresse qui est pas sympa parce qu'elle lui demande sans arrêt à ce qu'il se mette assis, ou qui lui fait des remarques, voilà, parce qu'il n'a pas bien écrit ou qu'il a fait trop de fautes. Des enfants qui sont en conflit avec les parents. Et puis surtout des enfants qui, pour certains aussi, une faible estime d'eux-mêmes parce que au fur et à mesure d'écouter que ça va mal, on l'intègre comme étant ça va très mal. On verra justement tout à l'heure avec un cas. D'autres, pour la famille, donc les plaintes qui sont rapportées, c'est distrait, il n'écoute pas, il ne s'organise pas, il est agité, il coupe la parole, il est impatient. Et puis à l'école, très souvent, c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est un enfant qui n'est pas là, on a l'impression toujours de décrocher sur une autre planète. Beaucoup de variabilité dans les acquis. Et d'ailleurs, en concertation avec l'école, on voit que c'est des enfants qui quand même essayent d'apprendre, mais qui ont du mal un peu à réinvestir. Voilà, donc qui engendre quand même des difficultés dans les apprentissages. Donc, du coup, avec tout ça, les médecins généralistes peuvent quand même orienter, mais ils vont vraiment orienter en fonction de la plainte qui est la plus prédominante. Et vous voyez, ce qui est retenu en général, c'est quand il y a vraiment beaucoup d'agitation, quand la famille se plaint ou l'école se plaint d'avoir de grandes difficultés scolaires, des difficultés à terminer ce qui commence, ou quand l'école se plaint, voilà, de donner trop d'énergie pour canaliser un enfant. Et l'orientation qui va être proposée, c'est 60% des médecins vont surtout orienter vers des pédopsychiatres. 57% peuvent orienter vers nous. Et puis, on a aussi une orientation possible en orthophonie ou tout simplement, ça j'étais surprise, faire un test de QI. Moi, je dois dire que dans mon activité, j'ai pas tant de médecins, ça m'arrive, mais ceux qui viennent vraiment vers moi, ça reste quand même la famille. Donc, on a sur cette deuxième partie, donc là, on clôt un petit peu la sphère plainte. Lorsque les plaintes sont plus ou moins inquiétantes, on a un doute, etc. Alors, l'idéal, ce serait vraiment de prendre contact avec un médecin spécialisé. Parce que c'est lui qui va organiser, qui va chapeauter un petit peu le parcours et puis qui va distribuer en fonction de son analyse, son hypothèse, etc. C'est lui aussi qui va faire le premier étayage. Donc, avec les plaintes, il va faire un historique des souffrances. Il va évidemment, ce que nous, en tant que neuropsychologues, nous ne pouvons pas faire, nous appuyer sur les antécédents médicaux, voir s'il y a d'autres recherches plus spécifiques autour d'un aspect médical lambda pour étayer les choses. Donc, c'est vraiment l'idéal. Là, à l'heure actuelle, moi, je suis plus convaincue que les familles, étant assez démunies un peu de ce parcours-là, vont très vite se rapprocher parce que le médecin n'est pas non plus toujours au fait, médecin de première ligne, toujours au fait vers qui on peut se tourner, va donc se tourner vers des professionnels qui seraient spécialisés dans les apprentissages.
Ça peut être l'orthophoniste, le psychomotricien, l'ergothérapeute et puis évidemment les neuropsychologues. Et donc cette partie-là, c'est d'abord une écoute des plaintes et en fonction de la démarche et de ce que la famille a déjà entrepris, c'est à nous aussi de démarrer vraiment toute cette expertise. J'aime bien utiliser le mot d'enquête. Notre travail, c'est un travail passionnant qui nous permet vraiment de fouiller et d'y voir un petit peu plus clair, mais on est censé aller aussi en profondeur. Donc là, c'est ce deuxième versant, que ce soit le médecin spécialisé ou les professionnels spécialisés dans les apprentissages, on va être sur une deuxième partie du parcours qui est la partie de l'évaluation. Donc l'évaluation, si le médecin a déjà pris en charge la première partie, peut éventuellement nous envoyer le patient pour étayer les choses en nous demandant de préciser, en réalisant un test de QI pour compléter ou en faisant vraiment un bilan complet, un QI et un bilan neuropsychologique. Pour vraiment avoir, comme je disais ce matin, des billes en fait pour aider le médecin à poser le diagnostic. Et puis évidemment, si le patient arrive sur ce cheminement-là, c'est à nous aussi en fait, quand vraiment pour nous il y a une certitude qu'il y a un diagnostic à poser, c'est d'envoyer la famille vers un référent pour pouvoir valider les choses. On va voir le diagnostic après. Donc, par rapport à l'évaluation, justement, il faut bien entendre qu'il y a toute une partie de démarche dans l'évaluation. On a théoriquement, comme Sébastien aime beaucoup dire, si on doit se fier aux recommandations ou en tout cas à l'aspect purement pratique, un TDAH ne devrait se valider que sur l'aspect clinique, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'appuyer sur les symptômes, ce que la famille peut nous dire, et puisque nous, on peut aussi observer en relation duelle et dans notre travail. Donc, ce qui est important, évidemment, c'est vraiment d'approfondir ce cheminement en essayant de fouiller au maximum tous ces symptômes et puis de voir comment le patient fonctionne en essayant d'étayer ses forces et ses faiblesses, comme on disait ce matin, connaître les contextes, où est-ce que ça se manifeste le plus. Est-ce que c'est plus à l'école? Est-ce que c'est plus à la maison? Ou est-ce que c'est kiff-kiff? À quelle fréquence? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments plus dans la journée pour repérer éventuellement une problématique de sommeil? Et puis la force, en fait, aussi, de tous ces symptômes. Et puis le troisième point extrêmement important, c'est quel est l'impact qu'on peut avoir sur ces milieux-là, de ces symptômes. Donc voilà, là c'est une analyse purement vraiment clinique, voilà, que le médecin va, ou nous-mêmes parfois, pouvons réaliser. Et puis, bien souvent, pour des raisons X ou Y, on a vraiment besoin, enfin en général de toute façon, en tout cas c'est mon point de vue, un enfant, quand on a une vraie question, surtout dans les TND, troubles du neurodéveloppement, on a besoin vraiment d'avoir une vision globale des compétences pour exclure, parce que le diagnostic, il est par exclusion, il est par inclusion. Donc, c'est vraiment pour pouvoir avoir une vision très globale. Donc, on va utiliser ça. Je vous invite à aller voir les autres vidéos, notamment la première, toujours pareil, la première
de première journée des troubles 10 de neurosphère, et puis une autre où je parlais des troubles du développement des coordinations, où vous avez une étude de cas où vous rentrez un petit peu dans notre sphère et vous voyez comment on manipule justement ces questions de QI, et puis ce qui nous pousse un petit peu à fouiller avec d'autres outils. Je parle beaucoup. Donc, quand on est arrivé avec un ensemble d'informations, on va, en tout cas le médecin va être apte à poser le diagnostic. Donc, il va pouvoir confirmer, et en fonction de ces hypothèses, il va évidemment compléter. C'est pourquoi justement tout ça doit être chapeauté par un médecin. Alors, le diagnostic, il est très important. Il ne peut exister que s'il y a une souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de diagnostic à avoir. Et la souffrance, c'est vrai qu'on va la voir, elle est importante à repérer. En tout cas, moi, elle met dans ma tête, c'est extrêmement clair, elle est très importante, notamment pour les contextes très sévères, où on n'a aucune visibilité, et malheureusement, même si ça n'est absolument pas jamais la première intention, surtout de la part d'un neuropsychologue, c'est de se dire à quel état d'urgence on se situe, et à quel moment, là, vraiment, il faut intervenir très vite et se poser cette vraie question du traitement. Évidemment, on en reparlera. Ce sont les parents qui décident de toute façon par rapport à ces questions-là. Mais selon moi, enfin moi, ma règle d'or, c'est toujours ces 3 vigilances. Est-ce qu'il y a une urgence sociale? Donc un enfant rejeté qui n'est pas inscrit parmi ses pairs. Une urgence familiale, c'est-à-dire les parents n'en peuvent plus, ils ne savent plus comment faire, ils sont épuisés. Et puis une urgence scolaire. C'est un enfant qui commence à perdre pied et qui commence à manifester une certaine opposition ou un refus, un rejet de l'école. Donc là, vraiment, on ne peut pas laisser cet enfant dans cette situation-là. On sait par expérience que si on ne fait rien, et parfois malheureusement les parents sont dans un refus, ou peut-être parfois dans un déni, ils ont besoin plus de temps, on se rend compte en fait qu'il y a énormément d'aggravation. Et ce qui va se passer, c'est que sur le plan scolaire, on va voir qu'un enfant va être très vite exclu. Il suffit que l'école ne fasse pas non plus tout ce qu'il faut, donc ça va envenimer le contexte. Mais sur le plan scolaire, on va voir vite une dégradation. Sur le plan social et familial aussi, on voit des conflits avec les pères, avec les parents. Et donc, vont venir s'installer au fur et à mesure d'autres problématiques de conduite, d'opposition, etc., etc. Après, on rentre vraiment, je trouve, sur des choses qui sont un vrai cercle vicieux. Bon, dans le parcours, on voit bien que c'est difficile, ce parcours, parce que c'est... on doit se fier, nous, en tant que professionnels, à être toujours en alerte sur leurs recommandations. Les choses changent aussi. Une fois, c'est une mode comme ça, une fois, c'est une mode comme ça. Bon, il faut toujours essayer d'être au plus proche de ce qu'on nous demande de faire. Mais voilà, c'est à nous aussi d'être toujours en alerte par rapport à ces problématiques. Hop. Alors, je voulais aussi insister sur le fait que TDAH ne veut pas toujours dire, enfin, agitation motrice ne veut pas toujours dire hyperactivité. On a d'autres paramètres qui peuvent être proches. Je vais vous le montrer ici. C'est ce qui est la grande difficulté des diagnostics différentiels, ou en tout cas la comorbidité, c'est-à-dire la présence de plusieurs problématiques
pour un même patient. Mais vous voyez, par exemple, ici, une agitation motrice, finalement, quand on voit un enfant qui est agité, il faut vraiment se poser la question s'il a un vrai TDAH. C'est pas qu'il y a des vrais ou des faux, hein, mais parfois, vous pouvez avoir un vrai moteur derrière qui n'est absolument pas une problématique TND. Donc, on peut avoir une base génétique, on peut avoir en fait une vraie base d'apprentissage ou un enfant qui n'y arrive pas à l'école et qui, sur le plan de l'anxiété, va être vraiment très perturbé et inquiet, etc. Et forcément, va générer une certaine instabilité. Et puis, voilà, on a d'autres interrogations, en tout cas, recherches à faire par rapport à ces questions d'anxiété. Alors l'adulte, je fais juste un petit topo parce que je pense qu'il y a des adultes dans la salle. Alors c'est rigolo parce que l'adulte, il vient souvent en disant bon bah en fait j'ai beaucoup cette image parce que voilà, je me suis déjà diagnostiquée moi-même sur internet. Alors je suis juste là pour un second avis, une seconde opinion. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous lisez sur internet. On n'y va pas comme ça, allez hop. Et même d'ailleurs, un médecin qui vous diagnostique en 5 minutes, moi, j'y crois pas du tout. Hein. Donc, c'est très méticuleux. Il faut vraiment se référer à une procédure qui serait finalement la même que l'enfant. Et puis, pour pouvoir justement vous aider à y voir plus clair dans votre parcours de vie. Les répercussions qu'on a plus généralement sont des répercussions qui sont assez connues. Il y a pas mal d'études justement sur l'évolution du TDAH qui n'a jamais été traitée dans différentes sphères. Sur la sphère familiale, on voit qu'il y aurait quand même un certain nombre un taux plus élevé de divorces ou de conflits dans les frères et sœurs, hein, les enfants, des adultes qui sont en rejet total de leur famille, voilà, qui ne supportent pas, qui sont vraiment en conflit. Des difficultés en fait avec les employeurs, hein, jamais satisfaits ou beaucoup de remarques sur leur comportement, leur manque d'attention, des oublis répétés, etc. Dans la société aussi, hein, on a quand même qui sont très liés aux substances, hein, qui seraient justement souvent adoptées comme compensation. 2 fois plus de risques de rentrer là-dedans, 2 fois plus d'arrestations, voilà. Et sur le plan scolaire, on a vite soit des expulsions, soit pas mal d'abandon de la scolarité. Alors, sur les comorbidités qu'on peut retrouver avec le TDAH, il y a des liens quand même avec d'autres problématiques, soit anxieuses ou troubles de l'humeur qui peuvent être associés. Donc, ce qui est difficile d'ailleurs de recouper, mais on peut retrouver effectivement des difficultés de dépression associées, bipolarité, et puis d'autres difficultés associées de phobie, des TOC, des troubles anxieux. Donc, dans la synthèse de ce que je peux vous dire, c'est qu'on a différentes étapes. Hein. Une première étape qui va être une étape exploratoire des plaintes, et puis en fonction du profil de l'enfant ou de la difficulté, vont s'installer un certain nombre d'accompagnements. Alors, d'accompagnement autour de la famille et de l'enfant. Hein. Donc ça, ici, vous retrouverez... j'ai eu la chance en fait de participer à un petit fascicule de comment améliorer le parcours de soins de l'AAS. J'ai fait une relecture
voilà, j'ai participé à la relecture de ce petit fascicule et qui est très bien fait justement. Alors ça, c'est pour les troubles des apprentissages, hein, plus généralement, mais vous retrouverez un certain nombre d'informations et de logique en fait du parcours qui amène finalement la famille à se référer à un centre de référence qui prend du temps, parfois 1 an, 2 ans en tout cas en France. Je ne sais pas où vous en êtes en Belgique, Sébastien qui nous dira peut-être, mais voilà, c'est un parcours très compliqué. Et puis la sphère de l'école, c'est très important en fait, même si on n'aime pas les étiquettes, c'est toujours important quand même de définir les choses, parce que justement ça va permettre à la famille mais aussi aux enseignants de comprendre comment fonctionne l'enfant et surtout quelles sont les adaptations possibles pour eux. Ici, simplement, je voulais aussi vous parler très rapidement des plateformes de coordination et d'orientation. Très peu de personnes sont au courant de ce type d'action qui découle un peu du grand plan autisme qui a été lancé en 2018. Et depuis ce plan, ils ont généralisé ces plateformes qui, à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, dont le TDAH, et qui vont permettre finalement de créer très rapidement une cellule un peu de crise assez organisée. Ça, vous pourrez le relire, le réécouter aussi dans la première vidéo du 10-10. Et ça concerne la population la plus jeune, entre 0 et 6 ans. Alors, dans tout ça, en fait, moi, ce qui est le plus important aussi, on n'en parle pas. En fait, ce qui est le plus important, c'est aussi l'enfant et leur dire ce que ça signifie. Je vous évoque très rapidement le cas d'un patient que j'ai revu, qui a 18 ans maintenant. Et j'ai reçu une grande claque dans la figure avec lui parce que il me disait, Madame Lambert, voilà, vous avez été importante, etc. Voilà, il a bien évolué, il a trouvé des chemins de compensation et c'est très bien. Mais il m'a dit, mais on n'attache pas, on n'explique pas toujours en fait. Et moi, je vous assure, quand on m'a parlé de tout ça, en fait, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'avais une maladie rare et que j'allais mourir. Et ça, je me suis dit, même si j'y prête plus attention, je me suis dit, quelle faute, quelle faute. Donc voilà, c'est important aussi de dire, même nous en tant que professionnels, de dire aux enfants ce que signifie un TDAH et de les guider en les rassurant aussi. Donc ce qu'on peut retenir sur cette première partie, c'est très important quand même d'être dans une première analyse des plaintes, de repérer ce qui se passe dans ces milieux, famille, école, travail, etc. Le diagnostic n'est possible que s'il y a un trouble, ok, et si on retrouve un certain nombre de répercussions dans plusieurs milieux. Les évaluations et les analyses psychométriques sont là pour un étayage cognitif. Et puis, si on doit réaliser un diagnostic différentiel. Le diagnostic en lui-même, il est surtout clinique. Et donc, c'est à nous de confronter un petit peu les plaintes, ce qui peut se dire avec ce qu'on connaît des recommandations et des classifications. Donc, c'est une démarche structurée rigoureuse. Attention au sur- et sous-diagnostic, surtout pour l'adulte. J'aime beaucoup cette petite image-là, qui résumera peut-être un peu tout. Et puis, évidemment, ne pas oublier l'enfant dans la boucle. Il faut y mettre des mots et non des mots. Voilà.